Bonjour à tous, bienvenue sur Merci, on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir une scénariste, actrice, productrice, formatrice. Mara Jolie, bonjour, bienvenue. Salut. C'est un plaisir de t'avoir à l'émission. Ma première question pour toi, ça serait, si jamais demain, tu pouvais partir pour un tournage n'importe où dans le monde, ça serait où et pourquoi? Hmm. Euh, j'irais... j'irais au Kenya. Ok. Oui, j'ai habité là-bas l'année dernière et puis je sais pas, quand je suis arrivée là-bas, j'ai grandi en Afrique de l'Ouest. Mhm. Puis j'étais allée au Burundi, au Sénégal, je suis retournée au Sénégal, j'étais au Kenya. Et quand je suis arrivée au Kenya, on dirait que, je sais pas, c'est comme si j'avais toujours été là. Et puis, je rêve de vivre à temps partiel là-bas et de travailler là-bas. Donc, définitivement, tu me dis n'importe où, je suis comme, on tourne là-bas. J'ai tellement d'idées en plus. Je connais tellement des talents extraordinaires dans mon voyage là-bas. Ouais. J'ai rencontré des talents fous. Donc, ouais. Donc ça serait définitivement au Kenya. Oui. Ok, je note. Si maintenant tu donnais un parcours à nos auditeurs, si tu nous disais un peu comment tu as commencé, c'était quoi le déclic, qui tu es à peu près en fait. Euh, hmm, Comment ça a commencé? Ben, je dirais que c'est vraiment étrange parce que je viens d'un milieu très dysfonctionnel D'accord. et j'ai pas été à l'école de mes 8 à 15 ans. J'ai fait des in and out entre les centres jeunes, entre les familles d'accueil, donc la DAS, tout ça, et ma famille. Je suis partie du Québec à 6 ans. J'ai été vivre en France, au Sénégal, au Gabon. J'ai aussi été en Afrique du Sud. Euh, et puis, j'ai fait une fugue du Gabon à presque 15 ans pour aller avoir accès à l'éducation, en fait, ici. Il y avait Mhm. l'école au Gabon, hein, c'est pas ça. C'est juste que mon contexte faisait que je pouvais pas être éduquée. Donc, je suis arrivée au Québec et étonnamment, j'avais été élevée vraiment très dans une culture très plus traditionnelle, où est-ce que les femmes sont au service, tu soutiens pas le regard des hommes, tu regardes au sol. Mhm. J'allais au marché, j'ai cueilli du poisson, tu sais, toutes ces choses-là. Et, mais j'avais l'appel de, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie que quand je parle, ce soit reçu et important. Pour pouvoir transmettre des informations que j'avais ou des choses que j'avais vues, euh, que je trouvais qu'il y avait des gens, mettons, qui n'avaient pas d'espace pour être entendus. Puis je me disais, mais moi qui ai rencontré cette personne-là, j'aimerais ça que quand je parle, on m'entende et on m'écoute. Et je suis partie c'est comme une inspiration. Il y avait tout à la fois l'inspiration du cheval de Troie, tu sais, qui allait se clarifier plus tard, Mhm. et aussi être actrice. Mais franchement, je ne sais vraiment pas d'où ça vient parce que j'étais très soumise et anxieuse et très réservée, en fait, même si j'avais une personnalité. On découvrira plus tard que j'avais une personnalité flamboyante, mais sur le coup, c'était vraiment pas clair. Ok. Donc, donc c'est ça. Puis, actrice, je pense aussi qu'il y avait l'aspect de vouloir vivre 1000 vies, de pas être Mhm. capable. J'avais tellement, je sentais que j'avais été tant privée de tant de choses et tant exposée. Tu sais, mettons, vivre sous dictature et tout ça, c'est quand même particulier. J'avais envie, j'avais faim, j'avais soif, j'avais envie d'avoir 1000 vies. Je ne pouvais pas choisir une vie. Et il y avait aussi le fait que des fois, les humains me terrorisaient. Ne pas comprendre la mécanique humaine me faisait peur. Surtout dans des dynamiques d'abus de pouvoir, tout ça, tu sais, des dynamiques aussi de violence raciale, veux pas, vivre sous ancienne colonie, c'était vraiment éprouvant, surtout que je suis white appearing, mais je suis afro, puis ma mère est afro, tout ça, donc Ouais. vivre les dynamiques de violence face aux femmes et raciales au Québec de 0 à 6, c'était quelque chose. Ensuite, en France, dans les années 90, c'était quelque chose. Et ensuite, tu arrives dans les anciennes colonies, je veux dire, c'était l'apothéose, quoi. Surtout en Afrique du Sud. Donc c'est ça. Donc, j'avais un désir de, de, je sais plus qu'est-ce que je disais. Mais bref, On va y arriver. oui, oui, c'est ça, exact. Mais bref, le jeu. Et finalement, j'ai commencé le jeu au cégep parce Ok. que avant, j'étudiais, j'ai travaillé en fait pour faire mon rattrapage scolaire.
J'ai fini en enrichi, chimie, physique, mathématiques, tout ça. J'ai comme taffé J'ai rattrapé en 6 mois, puisque 8 ans d'études. C'était quand Ah même. ouais, C'était beaucoup de travail. ok. Et je voulais pas être artiste. Ah oui, c'est ça. Je voulais pas être artiste parce que je voulais de la sécurité financière et je voulais acheter une maison à ma mère et tout, tout ça. Exactement, ouais. Et finalement, l'appel était tellement fort que quand je me Mhm. suis inscrite, pas en art, pas en interprétation cégep, euh, j'avais une voix en moi qui disait: ceci est le début du moment où tu rates ta vie. C'est le jour 1. C'est le jour 1. En ce moment, tu commences à rater ta vie et tu es trop jeune pour manquer de courage. C'était vraiment ça, les Ok. messages que je sentais, que j'entendais. Et, euh, et j'étais comme, oui, mais non, je peux pas. Moi, je veux vraiment un truc stable. Et Ouais. finalement, j'ai fini par aller en interprétation. J'ai fait après ça mes auditions pour rentrer dans une école de théâtre. J'ai fait 4 ans. Mhm. Et j'ai été actrice temps plein pendant 10 ans. Évidemment, en ayant des tafs ci et là, évidemment, on fait toujours une Ouais, garde de... ouais. Et éventuellement, j'ai commencé à faire partie de certains cercles de réalisateurs amateurs. J'ai commencé à faire des films avec eux comme actrice. Ensuite, j'ai commencé à réaliser, scénariser. Et éventuellement, j'ai vraiment eu l'appel pour la scénarisation et la réalisation, entre autres pour créer des milieux de travail, pour réparer certaines dynamiques. Oui, parce qu'évidemment, je suis sortie de l'école en 2010, donc au Québec, en 2010, les dynamiques d'équité, c'était pas vraiment là dans ces époques-là. Donc là, j'arrivais là, puis il fallait que je joue de white girl. Mhm. J'étais pas toujours la meilleure pour jouer les white girls en toute Ok. franchise, mais tu sais, tu fais du code switching, tu y vas à fond. Mais il y a toujours un truc, tu sais, toujours un moment où quelqu'un fait comme c'est pas exactement ça. Puis je suis comme je sais, je comprends, je sais pas comment t'expliquer. Oui, j'étais vraiment genre dans les dynamiques de métis, là, je faisais vraiment la white passing, là, tu sais, comme j'étais pas moi-même, là, tu sais, j'étais vraiment comme Ok. qu'est-ce que vous voulez, je vais le faire, tu sais. Et éventuellement, j'ai vécu des frustrations, puis je suis devenue scénariste, réalisatrice, productrice. Ok. On va juste rappeler aux auditeurs qui nous écoutent parce qu'ils sont un peu partout à nous écouter dans 27 pays. White passing, ça veut dire genre t'as l'air blanche, mais tu l'es pas en fait. C'est juste Exact. pour leur donner un contexte. Ben, oui, ben, en fait, j'aimerais faire une distinction, si tu permets. La Vas-y, ouais. différence entre white passing et white appearing, Ok, ouais. c'est aussi une question d'action et de volonté. Tu sais, comme être white passing, c'est quand tu passes pour blanc, mais il y a aussi une volonté de la personne de ne pas, de louvoyer, de naviguer les eaux sans, et la personne endosse publiquement cette identité-là, Mhm. par survie souvent, en fait. Et white appearing, c'est quand tu as l'air blanc, mais que tu fais pas le code switching nécessaire pour générer cette croyance-là. Donc, il y a une partie où moi, je suis passée de l'un à l'autre, dans le sens Ok. que chez moi, avec mes amis, j'étais moi, tout ça. Mais quand je sortais au travail, quand je sortais dans certains milieux majoritairement blancs, là, tout d'un coup, comme si tu n'avais jamais vu ma famille, si tu n'étais jamais venu chez moi, tu pouvais pas vraiment savoir, mais il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc. C'était comme, ah, il y a un truc. Puis là, finalement, quand les gens savaient, quand ils finissaient par l'apprendre peut-être, ils étaient comme, ah, c'est ça! Puis là, je suis comme, mhm. Et maintenant, je te dirais que je suis dans un moment dans ma vie où je me sens beaucoup plus en sécurité, Ouais. parce que j'ai plus, tu sais, c'est ça, je me sens plus, en fait, je suis plus capable de me cacher, en fait, De te faut vraiment cacher, le ouais. dire. Et donc, c'est le white appearing, c'est quand tu es ce que tu es et puis les autres pensent qu'ils veulent. Merci pour cette petite précision. On reviendra un peu plus tard dans l'émission justement sur ça. Là, j'aimerais, parce que tout à l'heure, tu parlais de 1000 vies. Toi, tu as vécu au Québec, au Sénégal, au Gabon, à l'Afrique du Sud. Comment ces expériences, en fait, ont nourri ton regard de créatrice? Je pense que ça l'a entièrement nourri mon regard de créatrice. Euh, je pense que j'ai les aptitudes d'aller, mettons, je pense que j'ai l'intelligence, mettons, j'aurais pu aller effectivement en sciences, j'ai un esprit d'analyse, bref. Mais le fait d'avoir côtoyé autant, ou le fait de prendre l'avion et que en 5 heures, 7 heures, tout d'un coup,
une vérité et tout son contraire, et ça a toujours Mhm. été comme ça et c'est une évidence. Et de grandir là-dedans, Ouais, ça forge une capacité d'adaptation et aussi des incongruités et un désir de lier tout ça. Donc, je pense que ça a complètement forgé ma vision, mon hypersensibilité aussi. Et tu sais, si j'avais pu ne pas être une artiste, en toute franchise, je l'aurais fait. Parce que moi, je veux juste aller bien dans la vie. Je veux juste être cool, tranquille, avec les gens que j'aime, rencontrer des belles personnes, ouais, vivre ma vie, tu vois. Mais le fait est que mon existence me marginalise et d'accord. j'aurais voulu play the game, mais j'ai pas pu. Et, et, et toutes les personnes que j'ai rencontrées qui se sont accumulées à mon vécu Ouais. ont fait de moi une personne qui peut pas ne pas plonger dans la sensibilité humaine, dans la psychologie humaine et dans un grand désir de réunir des sensibilités autour d'une réflexion sociale, tu sais. Donc, être artiste, c'est plus fort que toi, en fait, alors. Oui, 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 ça a vraiment mon corps défendant. Si maintenant, tu nous parlais un peu de tes premiers pas dans l'industrie, toi, en 2017, tu as co-scénarisé et réalisé Col Bleu. Après, Mhm. tu as eu Les Maisons Folles en 2018, qui a reçu genre 35 nominations. La Maison des C- Folles, ouais. C'est quoi l'impact que ces projets ont eu sur ta carrière? Ah, énorme. Énorme parce que, c'était la première fois que j'avais du financement, même humble, pour engager des gens et travailler avec des personnes qui avaient une plus grande expertise que moi sur une vision que j'avais. Mhm. Donc, tu sais, moi, je peux pas gérer une caméra. Tu sais, la co-scénariste de Col Bleu, c'est elle qui a majoritairement écrit, scénarisé, tu sais. Moi, j'avais des idées, j'avais des personnages, j'avais à peu près dans cet épisode, il va se passer ça, 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 c'est ça le message. Mais Mhm. comment l'articuler dans un scénario, je savais pas nécessairement. Tu sais, moi, j'avais écrit des courts-métrages de 5 minutes. Donc, le fait de travailler avec elle, de la voir faire les premières versions des scénarios, de me l'envoyer, puis ensuite je mets ma patte dessus, j'ai appris énormément. Je me suis professionnalisée derrière la caméra en travaillant avec des gens meilleurs que moi. J'avais beaucoup d'idées, beaucoup de sensibilité, tout ça, mais bon, faut s'entourer. La Maison des Folles, ça a changé mon parcours complètement parce que euh, moi aussi, j'étais quelqu'un qui avait été en famille d'accueil. Euh, Ouais. Parce que dans ma volonté d'être passigne, je me disais, les petites filles de famille d'accueil ou de la base, tout ça, ont toujours l'air de filles à problème. Et j'ai pas envie de me surexpliquer sur d'où je viens et mon parcours. Mhm. Et aussi, c'est que parfois, des gens, quand ils avaient accès à certains bribes de la violence que j'avais pu traverser et tout ça, tout d'un coup, ils pensaient que c'était impossible que je sois telle que je suis. C'est comme: «Ah, mais tu es vraiment une bonne menteuse, tu es une grosse manipulatrice, en fait, parce que c'est impossible d'avoir vécu tout ça et d'être la personne que je vois en ce moment». Puis là, je suis comme: «Je sais pas quoi dire, je sais pas». Et donc, au début, moi, je voulais écrire un truc sur, les filles en famille d'accueil au début de l'an 2000, inspiré sur mon histoire, heu, Mhm. vraiment très romancé. Donc il y avait un côté aussi, revisiter les années 2000, revisiter des traumas, mais d'une façon ludique, dans le plaisir. J'ai fait du casting sauvage aussi, donc c'était vraiment d'aller chercher des talents bruts, puis de jouer à la vie ensemble. Et de fait de jouer à la famille d'accueil, puis de recréer des gens que j'avais connus ou de faire des mélanges ou d'a d'ajouter une part de rêve aussi là-dedans. Et c'est arrivé à un moment donné où, heu, on était en train de travailler, l'équipe de la Maison des Folles est exceptionnelle et là, je je me rends compte que j'ai trouvé ma place. Je me sens là, je me rappelle du moment où je Ouais. suis dans le salon là et là, je regarde ce qui se passe et là, tout d'un coup, je dis ceci, je prends un grand recul et je constate comment je me sens puis je suis comme: «Ah, c'est pour ça». Là, c'est comme si tout d'un coup, tout ce qui m'est arrivé était, s'enchaînait dans une suite logique et conséquente. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Qui m'amenait là et qui m'amenait à ce sentiment de grande plénitude, de jouer au bonhomme avec des adultes dans quelque chose de sensible, bienveillant, lumineux. Oui, avec une certaine part de cruauté. Il y a toujours un peu de cruauté dans ce que je fais, Mhm. hem, mais c'est toujours au service du triomphe de l'amour et de la lumière. Tu vois ce que je veux dire? Donc et c'était vraiment, exceptionnel, en fait. J'ai complètement capoté et suite à ça, il y a tout un système ici où est-ce que
la série est partie vivre à l'étranger, puis avec l'État mécène dans lequel on est au Québec, j'ai pu voyager pour accompagner les projections. Donc, j'ai pu Mhm. voir des gens à travers le monde recevoir la Maison des Folles et me rendre compte qu'on a tous une sensibilité relativement similaire. Tu sais, à partir du moment où tu es authentique, intègre, vulnérable, l'ouverture Mhm. du cœur opère, tu sais. Et c'était aussi une expérimentation que j'ai faite avec la Maison des Folles parce que tous les personnages principaux sont des femmes de 8 ans à 60 ans. Et le personnage principal, c'est une métisse avec un accent international. Et Mhm. je testais les limites de l'empathie occidentale, je sais pas comment l'expliquer. Je testais. J'étais comme, est-ce que les gens vont aimer l'histoire? Est-ce que les gens vont relever qu'il n'y a pas de mec? Est-ce que les gens vont relever que le personnage principal a une façon de parler qui est un peu un mélange de plusieurs cultures? Est-ce qu'ils vont relever qu'elle est métisse et que dans le fond, d'où vient-elle? Les gens se questionnent, mais c'est pas nécessairement l'enjeu. Est-ce que les gens sont capables, en fait, est-ce que la majorité occidentale est capable de s'identifier à une jeune fille noire de 16 ans qui n'a pas la même façon de parler qu'eux ou la même façon de penser? Et, Mhm. et la réponse était oui, ou à des filles de 8 à 60 ans. Puis oui, il y a plein de mecs qui ont aussi adoré ça. Et donc, ça a mis la table pour le projet suivant qui était Après le déluge, où est-ce que c'est la première série de fiction télé québécoise, où est-ce que plus de 80% du casting est afro. Et là, je me suis gâtée. Là, j'ai mis du dark skin, j'ai mis un personnage trans, Ouais. toute mon queerness afrocentrique est arrivé et ça a été comme un certain parcours. Je peux pas le cacher que ça a été musclé, réussir à faire ça. Mhm. Mais maintenant, c'est fait, puis j'ai vraiment l'impression que ça ouvre des portes parce qu'une fois qu'Après le déluge existe où j'habite, là, c'est-à-dire le Québec, une fois qu'Après le déluge existe, on dirait que tout peut exister pour nous maintenant. Mhm. Justement, j'aimerais qu'on parle de la naissance de Après le déluge, parce qu'apparemment, c'est un peu inspiré de ton parcours entre toi et ton frère. Comment est-ce que les arts martiaux ont changé vos vies? Ah! Vas-y, Oh je my sens qu'il y a une histoire God! derrière. Oui, oui, non, non. Wow! Non, non, vraiment. En fait, les arts martiaux, moi, j'ai commencé à faire des arts martiaux au Gabon. Je faisais du Kuen-Kido, qui est sino-vietnamien, qui est quand même assez répandu au Gabon, mais genre, j'ai jamais vu ça ailleurs, là. Et franchement, ça l'a sauvé ma vie. Et quand j'étais arrivée en famille d'accueil à presque 15 ans à Laval, au Québec, Ouais. je faisais 12 heures d'arts martiaux par semaine parce que il y avait un centre sportif à côté de la famille d'accueil où j'étais et c'était les seules sorties qu'on avait le droit de faire. Il fallait sortir pour faire des activités et c'était pas très cher faire des arts martiaux. C'était accessible financièrement pour moi. Donc, je faisais des blocs de 3 heures. Je partais, puis ça me donnait la possibilité de ne pas virer complètement starbée, en fait, parce que, je veux dire, on était 9 filles dans un demi-sous-sol avec une famille oppressive. C'était difficile, là. C'était difficile et moi, veux pas, j'étais en état de choc complètement. J'avais pas l'aide psychologique, j'étais vraiment en choc post-traumatique, là, et j'avais besoin d'aide et j'ai pas reçu cette aide-là nécessairement. Donc faire des arts martiaux, ça a vraiment été une façon de me centrer et d'évacuer mon trop-plein émotionnel de mon état de choc, mais ma colère, Mhm. tu sais. Ma colère, tu sais, je pense que j'aurais pu avoir des comportements autodestructeurs. Parce qu'à un moment donné, là, quand tu es en état de choc, puis que tu as subi autant de violence, puis que tu es fâché, tu es en colère de l'injustice subie qui se perpétue, et que tu es encore dans la merde, et que c'est pas fini la merde, là. Ça fait 14 ans, mon amour, tu vas avoir 15 ans dans un mois et demi. Genre, la vie, ça va être long, là. Comme ton Mhm. 18 ans, avant d'avoir 18 ans puis de sortir d'ici, ça va être long. Puis même à 18 ans, qu'est-ce que tu vas foutre? Qu'est-ce que tu vas foutre à 18 ans? Moi, je m'étais dit, OK, je vais aller faire l'armée. L'armée va payer mes études. Tu sais, j'étais vraiment là, genre, je voulais m'en sortir, tu sais. Donc, les arts martiaux, ça m'a sauvée. Et j'ai 2 frères qui font des arts martiaux aussi. Et, et c'est la même chose. C'est vraiment c'est comme une thérapie. Puis c'est une façon aussi de développer l'estime de soi, de développer l'en- euh, le, le sens de l'effort. Mhm. Parce que je pense que pour atteindre des objectifs, faut traverser certaines situations inconfortables et
Donc, ça donne de l'endurance et ça canalise. Et aussi, ça donne un J'imagine. sentiment d'appartenance. Mais ça Ouais. canalise. Puis, tu sais, je veux dire, il y a des... Quand tu regardes les maîtres, il y a aussi une philosophie à travers le corps, dans les arts martiaux, à travers le corps, tu forges ton esprit aussi. Tu sais, je trouve que des fois, en Occident, on est beaucoup dans notre tête et tu sais, au niveau de l'éducation, on coupe le corps, ce qui est complètement absurde. Alors que là, c'est Mm. à travers le corps, tu agis sur ton esprit. Donc, ça m'a sauvé. Mais en fait, tu sais que plus je t'écoute depuis le début et plus je me dis qu'il y a beaucoup de similitudes entre toi et tes personnages dans la série après le déluge, tu vois. Vraiment, plus je t'écoute, je me dis, ah, elle a mis un peu d'elle ici, un peu d'elle par là. Parce que j'ai regardé un peu les 3 premiers épisodes et plus je t'entends et plus je vois des similitudes. Donc on va en parler. Ouais. Déjà, pourquoi avoir choisi ce titre, Still I Rise? C'est quoi en fait? Hmm. C'est un poème de Maya Angelou. Ouais, je connais. Ouais. Et pour moi, c'est un des plus beaux poèmes au monde. Et puis, pour le titre français, à la base, le titre de travail, c'était Premier Round. Ok. Et, et ça faisait trop boxe, trop... parce qu'il y a eu quand même une dimension très poétique là, dans la série. Mhm. Et après le déluge, j'ai arrivé parce que j'ai eu une idée. C'est vraiment... il y a beaucoup de références à la spiritualité dans Après le déluge, pour Mhm. différentes raisons. Il y a entre autres des noms bibliques. Tu sais, mettons, il y a Eva et Jesus qui font partie, Eva et Jésus, Ève et Jésus qui font partie de la même famille. Il y a Maxime Salomon qui s'appelle Maxime Erzuli, qui est une déesse, une loi vaudou haïtienne, Erzuli, qui est la sainte patronne des, si on peut équivalent, c'est l'équivalent de la sainte patronne des femmes, des lesbiennes et des enfants abandonnés, et de l'amour Mhm. aussi. Euh, donc, et Salomon, le roi Salomon, tu sais, comme il y a plein de références, aussi au niveau de comment c'est tourné, il y a beaucoup de spiritualité au niveau de la connexion entre les personnages, la notion de rêve, de songe et tout ça. Donc, il y avait quand même, je cherchais quelque chose de très, un titre en français, tu sais, Still I Rise, c'était comme une évidence pour moi, mais, Mhm. tu sais, et pourtant je m'élève et jusqu'à ce que je m'élève, tu sais, ça marche pas, là. Fait que là, l'idée est venue de... J'ai eu une phrase à un moment donné qui était «Après moi le déluge», Ok. qui est une phrase qu'un roi de France aurait dit, genre, peut-être que je paraphrase, peut-être que c'est pas un roi de France, mais il me semble que c'est vraiment un monarque français ou russe, là, mais bon, peu importe, là, Ok. qui a dit «Après moi le déluge» dans la mesure où est-ce qu'il aurait dit, genre, «Peu importe ce qui se passe après la fin de mon règne, je m'en bats les couilles. Rien à chier. M'en fous.» C'est ça. Donc vraiment une espèce d'égocentricité, puis de Ouais. «moi j'en profite et bye». Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de très similaire avec, comment certaines puissances, gèrent, nos États, tu sais, à coup de mandat de 4 ans, puis ils font: «Bon, ce qui se passe après, je m'en fous, moi j'ai fait mon taf, j'ai fait ma richesse». Et puis ramener la notion de Bible, donc j'aimais la notion de déluge, mais j'aimais pas le «après moi le déluge» parce que c'est complètement Mhm. l'inverse que Maxime Salomon fait. Elle tente de... Au contraire, tu sais, elle, son legacy est super important pour elle. Donc, c'était l'inverse. Et là, j'ai pensé Mhm. à après le déluge. Donc, dans le déluge, il y a quelque chose de, encore une fois, référence à une catastrophe biblique, mais je suis pas catho tant que ça, là. C'est aussi que c'est prouvé scientifiquement qu'il y aurait eu une catastrophe naturelle parce que dans toutes les civilisations, à peu près en même temps, on parle d'une montée des eaux hallucinante. Ouais. Donc, ce déluge aurait existé et partout dans le monde. Et il y a quelque chose où, qu'est-ce qui reste après le déluge? C'est un peu faire table rase, c'est aussi une façon de reconstruire l'humanité, bref, tout ça. Pour ceux qui connaissent pas, si tu nous résumais rapidement un peu l'histoire de quoi ça parle. C'est une policière afro qui a vécu une épreuve dans son enfance et qui Mhm. décide de réparer son passé en devenant policière, et notamment suite au manque de ressources dans certaines communautés plus défavorisées. Elle décide de fonder un gym de arts martiaux mixtes, de MMA, Mhm. pour aider des jeunes à sortir du cycle de la violence et de la colère et Mhm. s'organiser, rentrer dans une communauté. Et aussi, entre autres, faire des mesures extrajudiciaires. Donc, si tu as des jeunes qui ont commis des actions répréhensibles au niveau de la loi, mais qui sont à leur premier délit, au lieu d'aller faire de la prison, au lieu d'aller faire des travaux communautaires, ils vont faire
leurs travaux communautaires, ça va être de s'entraîner chez elles. Donc, elle les OK. prend sous son aile. C'est comme un peu le dernier refuge, en fait. Mhm. J'aime beaucoup. Si on parlait du casting, parce que j'ai tellement plein de questions par rapport à ton projet, on va commencer par le casting. On va essayer dans l'ordre. Comment t'as trouvé tes talents? Comment tu procèdes pour le casting, etc. Parce que mon émission parle un peu quand même des coulisses Oui. du casting. Ben moi, je fais toujours depuis la Maison des Folles, je fais affaire avec Marie-Charlotte Aubin, qui est une directrice de casting que j'aime beaucoup. Mhm. Moi, généralement, quand je trouve un collaborateur avec qui ça clique et qui s'est donné dans les époques où j'avais pas de sous vraiment pour mes projets, généralement, quand je fais des plus gros projets, on se suit, tu vois, je vais pas je vais t'amener, genre, je suis très, ouais, c'est ça. Donc, fais affaire essentiellement avec elle et moi, j'aime beaucoup travailler mixer des personnes qui ont de l'expérience avec du casting sauvage. Mhm. Donc, trouver des gens dans les écoles, sur Facebook, dans la rue, bon. Et donc, pour ce casting-là, on a vraiment ratissé très large et je trouve qu'on a trouvé des gens absolument sublimes. L'anecdote veut que la majorité des personnes afro qu'on a trouvées qui avaient de l'expérience professionnelle étaient à Toronto ou à Vancouver parce que euh, les personnes dark skin ne travaillent pas beaucoup au Québec. Euh, Mhm. donc, ils s'en vont en anglais travailler plus. Et l'actrice principale qui joue Maxime Salomon, donc la policière, qui est une ancienne championne de MMA, c'est une personne que j'ai rencontrée sur un plateau de tournage en 2015. Un OK. des plateaux, justement, qui m'a fait me dire, OK, ouais, non, genre, je peux pas voir tout ça et collaborer et rien faire. Ouais. Et puis elle, dans le fond, éventuellement, elle en avait eu marre des petites gigs. Je ne vais pas parler pour elle, mais moi, je trouve qu'elle a un talent exceptionnel, puis vraiment, le milieu ne lui rendait pas justice. Donc, je vais parler Mhm. pour moi. Et elle est partie devenir cascadeuse aux États-Unis, puis elle faisait son taf, elle a trippé, tout ça. Et éventuellement, son appel, c'était le jeu. Tu sais, les arts martiaux, pas les arts martiaux, oui, les arts martiaux, mais le combat, oui, évidemment. Mais Mhm. elle voulait jouer. Et il y a eu comme une espèce de concordance extraordinaire où est-ce qu'au moment où est-ce qu'elle a décidé d'arrêter ses contrats comme cascadeuse, Ouais. de prendre un risque financier même, parce elle était bien, quoi. Ouais. Et de venir retourner au Québec, être actrice. La concordance du temps a fait que moi, j'étais en... Tu sais, je savais qu'elle revenait à Montréal. J'étais comme, ah, demande! Puis là, viens prendre un café à la maison. On prend un café, nanana. Ouais. Et là je me dis, ah, wow, je pense que, tu sais, on dirait que... Mais bon. Et là, finalement, je l'appelle en casting. Marie-Charlotte a pensé à elle, puis j'étais comme, oui, vraiment beaucoup, parce que oui, absolument. Passe l'audition, puis finalement, il y a juste elle qui pouvait, il y a juste elle qui pouvait le faire. C'est OK. tellement, on dirait là, que c'était écrit pour elle. C'est fou. Ça C'est fait une la même chose évidence. un peu avec Eva, le rôle de Eva qui est joué par Erika Suarez. On a passé en audition beaucoup de personnes, incluant Mhm. des femmes latinas, actrices professionnelles. Et moi, pour ce rôle-là, je voulais une femme grosse. J'ai pas réussi à trouver une femme grosse, Ouais. latina, qui jouait ça. Parce que, mais c'est quand même, elle a quand même des curves, puis elle a quand même des back rolls, puis tu sais, je veux dire, Mhm. il y a de la pogne, là. Tu peux la prendre, là, tu sais. Mais en fait, en auditionnant des gens, ce que je me suis rendu compte, c'est la grossophobie internalisée. C'est que les jeunes filles les jeunes filles rondes qui venaient auditionner pour le rôle, elles avaient de la difficulté à jouer Eva parce que je sentais qu'elles ne s'appréciaient pas physiquement. Mhm. Qu'elles n'étaient pas dans la célébration, justement, de leur ventre, de leur bourrelet de dos, de leurs Mhm. hanches, de leurs cuisses, de leur peau qui fait boulou, boulou, boulou. Ce que je veux dire, moi, je voulais quelqu'un là, qui arrive, là, puis Qui assume. qui est... Ah, non, non, pas qui assume, qui se célèbre, tu OK. vois, qui se veut. Tu sais, comme tu te regardes, puis tu te veux. T'es comme, ah, yes! Tu sais, il fallait qu'elle dégage ça. Et on cherche, on cherche, on cherche, on cherche. Et là, quand je vois les filles minces, ça fonctionnait, mais je voulais pas une fille mince. Les filles grosses, je sentais la tristesse de jouer ce rôle-là, mais je sentais le mensonge, tu vois? Mhm. Et ça m'a confrontée au fait que, ben oui, quoi. Je veux dire, j'étais actrice, je sais c'est quoi, là, croire Bref. Et finalement, c'est une femme qui avait jamais joué, et elle a le cancer depuis qu'elle a 15 ans.
Donc, Oh, tu comprends qu'elle n'a pas le temps d'haïr son corps. Tu comprends ce que je veux c'est dire? clair. Ouais, je vois ce que tu Elle veux n'a dire. pas Ouais. le temps. Elle est juste comme, mon corps, je le célèbre. Bon, puis elle est magnifique, mais je veux dire, il y a tellement de femmes grosses, magnifiques, qui se trouvent pas magnifiques. Et donc, Mhm. et même elle, entre la saison 1 et la saison 2, elle dit, j'ai fait exprès de manger plus parce que je savais que tu étais déçue que je n'étais pas assez grosse. J'ai dit, et complètement, Carrément. elle a pris un peu, puis je vais, ah, yes! J'étais vraiment contente. Et elle, tu vois, c'est ça. Elle, c'est casting sauvage. Donc, on a cherché, on a cherché. C'est ça. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais évidemment, il y avait des Ouais, acteurs ça répond. professionnels comme Jenny Laguerre, évidemment, Mhm. Self-Tape, Hello Darling, viens à Montréal. Pas bien à Montréal, parce que entre Montréal et Toronto. Donc, Ouais. voilà. Bah, j'aime bien parce que tu sais, quand je préparais l'émission, je regardais à peu près tout ce qui se passait par rapport à ta série. Et il y a une remarque qui m'a touché, c'est l'actrice qui joue Dylan. Elle s'appelle Blanche ou Oui, Charlotte, je sais plus. oui. Et elle, apparemment, c'était pas ton premier choix. Donc, comment ça se passe dans ces moments-là quand t'as quelqu'un, mais tu te dis, ah, je sais pas, et au final, tu donnes la chance à la personne. Ouais, mais en fait, c'est que. En fait, c'est que elle a poché sa première audition. Ok, Tu sais, elle s'était pas fait coacher. Tu sais, je pense qu'elle ne savait pas comment ça marche ou, tu sais, peu importe. Et sa première ouais, audition, c'était pas ça. Tu comprends? c'était nul. Non, mais c'était vraiment pas ça. D'accord. Puis, Et euh, mais elle avait une énergie. Mais je veux dire, une énergie, ça fait pas quelqu'un qui est capable d'être sur un plateau de tournage pendant 36 jours puis d'avoir un des deux lits sur ses épaules. Tu sais ce que je veux dire? Mhm. Puis là, j'étais comme, ah, puis on avait la difficulté à trouver Dylan, encore une fois, parce que moi, je voulais absolument une femme afro. Et déjà, à la base, une femme, les Mhm. jeunes filles ne sont pas élevées dans la pleine expression de leur agressivité et de leur colère. C'est vraiment un sentiment qu'on inhibe dans notre éducation. Euh, Quand on éduque la jeune fille, il faut vraiment qu'elle se refoule, tu sais. Puis la colère, c'est pour les mecs. C'est ça. Et donc, trouver une jeune adolescente ou une jeune femme qui peut avoir l'air d'une fille de 17 ans, qui n'a pas désinhibé, qui n'a pas inhibé sa colère, c'était difficile à trouver. Et ensuite, rajoute la notion de femme afro, je veux dire, je pense que, tu sais, avec l'archétype de la angry black woman, je pense que c'est la première chose qu'on C'est refoule, ça, voilà, exactement. Ouais, ouais, ouais. particulièrement dans nos communautés. Donc, c'était encore plus difficile de trouver quelqu'un qui avait un accès à une impulsivité, à une espèce de côté, ouais, tu sais. Et Mhm. elle, c'est ça. Donc, donc finalement, et c'est le diffuseur et nous, à l'équipe de production, on a flashé en même temps, de faire, puis on s'est écrit un courriel, puis ça fait, faut la faire revenir Ok. et on va la coacher. Oh, waouh. Ouais, Ça, c'est rare. ouais. Donc, et pour se donner une chance, parce que moi, je tripais aussi sur une autre fille, mais elle pouvait pas. Ah, en tout cas, bref, mais elle pouvait pas passer. Il fallait créer une famille aussi. Ça aussi, il fallait créer une famille. Et j'arrivais pas à trouver les gens qui pourraient faire sa famille à elle. Et Mhm. il y avait une actrice qui avait beaucoup plus d'expérience, mais qui avait le côté un peu collège privé. Donc, Ok. c'était pas le vibe, tu sais ce que je veux dire? Mhm. Donc, les trois, pour que ce soit sur un pied d'égalité, parce que je suis quand même pas, je suis quand même une personne, je tends vers l'équité, là. Bien sûr, ouais. On les a fait les trois coachés par une coach que j'ai référée, euh, pour qu'elles aient la même préparation. Et là, elles sont arrivées et la petite, elle a déchiré. Ah ouais. Non, elle a déchiré. Ah, Mais ça se voit à elles l'image. ont toutes pris un gros niveau. Les trois ont pris un gros niveau. Elle, Mhm. c'est devenu... En fait, c'est qu'avec la rapidité d'apprentissage, la différence majeure entre sa première et sa deuxième audition, c'était tellement... Elle a passé peut-être 2 ou 3 auditions, en fait. Je pense à ça, là, je me rappelle plus. Peut-être 2 ou 3. Mais Mhm. la différence était tellement grande que je me suis dit, OK, elle a une capacité d'apprentissage quand même impressionnante. C'est une ancienne Mhm. athlète. Elle a fait beaucoup de gymnastique. Ok. J'ai fait, OK, donc c'est une athlète.
elle a la discipline. Je vois à quel point c'est une championne. J'ai vu à quel point qu'elle a évolué Mhm. en ayant 2 heures de coaching. Après ça, c'est 2 heures pour 2 scènes. Tu sais, moi, je peux pas la coacher pendant 2 heures. Pour Bien chaque sûr, ouais. scène, je veux dire, c'est Mhm. impossible. Fait qu'on a engagé un directeur d'acteur Ok. pour m'aider pour la prep. Et on l'a fait, c'est un choix de prod. On a payé pour qu'elle ait quelque chose comme 10-15 heures de préparation Oh, wow. pour le rôle. En plus de la préparer pour les scènes physiques, donc d'avoir des entraînements d'arts martiaux mixtes. Donc, c'est un choix de production et je ne peux pas en vouloir aux producteurs de ne pas toujours vouloir s'embarquer là-dedans. Mhm. Tu sais que moi, une de mes forces qu'on me nomme, c'est ma direction d'acteur. Donc, je pense pas que c'est tous les acteurs qui sont bons directeurs d'acteurs, mais je pense que ça m'aide d'avoir été de l'autre côté, puis Mhm. d'avoir exploré le jeu. Et je me fais vraiment très confiance, là. On dirait que tu me donnes une fourchette, puis je peux te faire jouer une fourchette. Mais après ça, c'est les paramètres du temps. C'est combien de temps j'ai pour atteindre une performance avec cette fourchette. Si j'ai 15 minutes, Mhm. j'ai des choix à faire. Ok. Mais elle a été sublime. Non, non, ça se voit à l'image et tout. On va en parler tout à l'heure de ta direction d'acteur, etc. Mais j'aimerais on revienne juste un petit peu en arrière. On fait un rewind. Comment tu as pu imposer ce projet, surtout au Québec, tu vois? Tu as dû te battre, j'imagine. Parle-nous un peu des défis passés pour vouloir dire, je veux un cast majoritairement des gens noirs, etc. Comment ça a été perçu, reçu, Oui, etc. Je on pèse les mots. oui, c'est ça. Ben, l'adversité n'est pas venue du côté que je pensais nécessairement. Ça a été surprenant. D'accord. Euh, le projet, j'ai tenté de le présenter à... C'est tellement... On dirait que je voudrais tellement répondre en toute transparence, mais je peux pas. On s'en Je reparle dans comprends. 20 ans. C'est toujours 20 ans plus tard qu'on sait c'est quoi les choses. Mais une chose que je peux dire, par contre, Ouais. c'est que moi, j'avais ce projet en tête depuis 2018. Je l'ai pitché début de l'année 2020. Mhm. 2019-2020. J'ai eu plusieurs refus. Ok. Essentiellement, on disait que le public cible était trop petit ou qu'il n'y avait pas de public pour ça. Mhm. Ensuite, j'ai rencontré Crave, donc Bell Media, avec Sophie Parizeau. Et eux, leur réponse a été instantanée. Ils ont adoré le projet très rapidement. Mhm. Ils ont embarqué à fond, en fait. Et ça m'a même surprise. Surprise parce que la réaction était tellement différente de ce que j'avais reçu avant. Moi, Mhm. j'avais contacté quelqu'un pour faire traduire j'avais écrit un pilote. J'avais rencontré quelqu'un pour traduire mon scénario, en fait, Mhm. en anglais. Puis je me suis dit, bah, je vais aller... je vais essayer, quoi. Tu sais, c'est encore plus gros, tu sais, d'essayer en anglais quand tu parles du Québec. Bien sûr, ouais. Évidemment, les gens habituellement aiment travailler avec les gens qui sont affiliés à leur propre culture. Donc, Mhm. arriver en tant que... Bref, mais en même temps, j'ai grandi sur 3 continents. Je me dis, peut-être qu'on va avoir des référents communs, puis on va pouvoir bien s'entendre, puis ils vont accepter. Mais finalement, non, eux, ils ont accepté du premier coup. C'était vraiment fou. Même, j'ai piché pour des demi-heures à la base, puis ils m'ont dit, nous, on veut des heures. Ok. Puis on voit ça comme un prime time. Puis on pense que le public cible est beaucoup plus large que ce que vous pensez. Puis j'étais comme, oh my God! Wow! Pouf! OK! Et puis, les choses me diront par la suite que la personne à qui j'ai pitché, qui est responsable de la fiction chez Bell, est une personne beaucoup plus... comment je peux dire ça? Elle a côtoyé, elle connaît vraiment l'univers que je voulais dépeindre. C'était vraiment Ouais, la culture, tout ouais. étranger pour elle. En plus, son mari est marocain, ses enfants sont métis. Tu sais, comme je veux dire, elle a vraiment vécu dans... Elle était au fait de ce que je voulais dire, en fait. Elle avait été Mhm. exposée, elle était au fait de ce que je voulais dire. Donc, voilà. Et par contre, où ça l'a accroché après, c'est au niveau du casting. Moi, je faisais affaire avec j'étais coproductrice avec une boîte de production avec qui je travaille depuis plusieurs projets, plusieurs années. Mhm. Et au moment où est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de vedette du casting de mes 2 personnages principaux, et je l'avais écrit pour ça, exprès, pour injecter des talents dans la machine, on est rentré dans une dynamique... je suis encore traumatisée de ça, là, je te cacherai pas, Mhm. où ils ont essayé de me faire croire que le diffuseur voulait changer le casting des personnages principaux
et que donc Dylan et Maxime soient des femmes blanches pour avoir des vedettes. Ah ouais. Et écoute, il y a eu plusieurs semaines de ça. Et moi, j'ai trouvé ça très violent. Je me suis fait dire des trucs très violents. Et au moment où j'ai demandé à parler, à un moment donné, il fallait que j'écrive une rationnelle sur le colorisme et que je l'envoie au diffuseur parce qu'il était comme, nous, on leur a déjà tout expliqué, mais ils en ont rien à foutre. Ils s'entorchent, Mara. Ils me disaient ça, ils s'entorchent, Mara. C'est n'importe quoi ce que tu dis en ce moment. Puis j'étais comme, OK, wow, OK, qu'est-ce qu'on fait? Faut trouver une solution. Parce que moi, j'étais comme, c'est hors de question qu'on blanchisse les rôles. Mhm. Fait que finalement, j'écris une rationnelle sur c'est quoi le colorisme au Québec, puis pourquoi est-ce que c'est absolument essentiel dans l'histoire que de ne pas blanchir ces deux personnages principaux-là, ça change toute l'histoire. Et j'appelle un de mes amis producteurs blancs, et je lui dis, de 50 ans, et je lui dis, est-ce que je peux t'envoyer quelque chose, et est-ce que tu Bien peux me sûr. dire si j'ai l'air d'une personne problématique? Ok. Faut que ça ait l'air d'une lettre à la poste. Faut que ça ait l'air facile, simple. C'est facile et c'est simple. Puis là, il me dit, mais pourquoi t'écris une rationnelle? Puis je suis comme, ben, parce qu'ils vont l'envoyer, maman. Je dis, oui, mais Mara, tu me l'as expliqué. C'est quoi l'enjeu? Là, j'explique. Il dit, ben, Mara, c'est très clair. Quand tu m'en parles, là, c'est 2 minutes au téléphone. C'est super clair, ton truc, là. Pourquoi t'envoies un cours? Il me dit, là, Mara, on dirait que tu te rends pas compte que t'es productrice. Il dit, là, il dit, moi, ça faisait 2 secondes que j'étais productrice, là. Donc, et j'étais quand même dans une dynamique où j'étais un peu un token, là, dans le sens qu'on me prenait pour avoir des fonds, mais on me tenait à l'écart, et puis tout ce que je veux dire. Tu sais, on te met productrice, mais fais rien de la production. C'est Puis on ça, ouais. prend de l'argent des fonds racisés parce que t'es productrice afro, mais fais rien, c'est nous qui gérons tout. Je suis comme, OK, tu sais, à la base, je suis comme, ben oui, gérer parce que je vais apprendre avec vous. Mais là, d'être à ce point isolé, séparé, en demandant, j'étais comme, bon, OK. Et finalement, ben, il me dit, parle avec le diffuseur. C'est 2 minutes au téléphone. Fait que là, je vais voir la boîte de production. Puis je dis, écoutez, finalement, je ne vous enverrai pas la rationnelle. Il faudrait juste que je parle 2 minutes au téléphone, ça va être correct. Bien sûr. Et en fait, ils disent, OK, on t'organise un rendez-vous. Et à 17h30 la même journée, ça c'était autour de midi et demi, à 17h30, j'ai un lien Zoom. Je rentre sur le lien Zoom et en 9 minutes sur Zoom, les producteurs se retirent du projet. Ah ouais. Et on tournait dans 7 semaines et demie. Oh, wow. Et moi, je peux pas produire ça. La banque ne va pas me prêter $1 à moi seule. C'est ma première production, tu comprends? Puis je peux pas gérer une enveloppe. Je peux gérer du contenu, je peux faire une relation client, je peux faire un paquet de trucs au niveau de la production. Je peux m'asseoir avec vous, regarder les chiffres, savoir où couper dans l'histoire, mais je peux pas gérer une enveloppe, tu sais, à moi seule. Et on avait un dépôt 2 jours plus tard qui était super important pour avoir des fonds. Et sans ces fonds-là, on pouvait pas faire le show. Et donc, j'ai dit, est-ce qu'on peut déposer dans 2 jours? Et je trouve d'autres coproducteurs la semaine prochaine, puis ils m'ont dit non. OK. Et quand j'ai parlé avec le diffuseur, ben j'ai su que cette conversation-là n'avait jamais eu lieu. Et j'ai douté. J'ai douté de ce que j'avais entendu parce que je me disais, voyons, ça fait des années que je travaille avec eux, ça se peut pas qu'ils m'aient menti comme ça. Puis ce diffuseur-là, je les connais pas. Donc, of course, qu'ils veulent pas avoir l'air de gros racisme, mais ça se trouve, ils ont eu la conversation. Et puis, et en fait, non. En fait, j'ai su. Il y a eu plusieurs éléments. Moi, j'ai ouvert l'œil pendant 1 an et j'ai eu une accumulation d'éléments de part et d'autre qui m'ont démontré que, effectivement, cette conversation-là n'avait jamais eu lieu. Et c'est ces coproducteurs-là qui voulaient faire un show avec des vedettes et ils ont eu peur ou je sais pas trop quoi. Et ils m'ont poussé devant le boss et ils ont dit que j'étais une personne compliquée, que finalement, ils voulaient plus travailler avec moi. Et donc, moi, normalement, je m'effondre, je fais une dépression, tu comprends? Sauf que, surtout que le dépôt est dans 2 jours et c'est fini. Sauf qu'en 2 heures, j'ai trouvé d'autres coproducteurs qui s'appellent Zone 3 qui ont repris le projet à main levée, qui nous ont sauvés, qui ont été absolument extraordinaires, qui m'ont élevé, éduqué, qui m'ont ouvert les cahiers, qui m'ont parlé, qui m'ont transmis la connaissance. Et le show a pu se faire dans les paramètres du casting qui étaient nécessaires pour faire le show. Waouh, quelle belle leçon de résilience derrière. Ouais. Non, C'est dur de faire du contenu décolonisé dans une structure coloniale. Ouais, j'imagine. Si on parlait un peu genre du projet en lui-même, l'esthétique, j'aime bien comment c'est filmé en fait. J'aime aussi ce côté caméra à l'épaule. Tu sais, ça apporte un peu ce côté, on dirait un reportage et ça rajoute du réalisme et tout. Donc, est-ce que c'était un choix de ta part? Raconte-nous un peu le process.
Oui, parce que j'avais envie que l'image respire. J'avais envie qu'on respire avec les personnages. J'avais Ok. envie d'une espèce de côté d'une fébrilité un peu toujours sur une patte. Tu sais, les seuls personnages qui sont filmés trépieds essentiellement, c'est Maxime Salomon parce qu'elle a quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus stable. Donc elle, Mhm. elle a des petits dolly, elle a puis aussi, à l'intérieur du gym, on avait un Ronin, donc c'est quelque chose qui est comme un peu plus Mhm. flottant. Donc dans le gym, qui est un safe space, on est un petit peu plus flottant. Maxime est un peu plus stable. Tous les autres, souvent, sont un peu au bout de leur souffle. Donc oui, il y a quelque chose dans l'image qui est vraiment en respiration. Puis j'ai choisi un DOP qui est maintenant rendu réal. Donc, il est superbe, qui est quelqu'un qui a grandi en 2 HLM, qui a fait des arts martiaux dans son adolescence, qui est un métis péruvien. Et Thomas Soto, extraordinaire. Et on a défini ensemble, ça allait être quoi l'esthétique. Donc, moi, je voulais du grain pour avoir quelque chose aussi de rugueux, un Mhm. peu street. Mais je voulais Mhm. une lumière super esthétisante pour anoblir les personnages et aller chercher un contraste entre le milieu difficile et leur beauté. Et aussi, Mhm. je voulais un éclairage qui mette en valeur les peaux foncées parce que je trouve que c'est trop rarement fait. Généralement, on va mettre des acteurs foncés ou afro, ou juste avec une mélanine dans le même éclairage que les gens blancs, puis ça met pas en valeur, ça s'éclaire pas de la même façon, ça met pas en valeur notre beauté. Donc j'avais envie vraiment d'un éclairage avec des couleurs, même les couleurs qu'on a choisies, c'est exprès pour que les highlights ressortent bien. Donc voilà. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Moi, pour l'instant, je suis qu'à la première saison, en 3 épisodes, mais j'ai vu l'éclairage, j'ai mis cette mise en valeur de la peau noire. J'étais là, je fais waouh! Ouais. J'étais vraiment, j'ai dit, ah ouais, pas mal, elle a vraiment pensé à tout, etc. Ouais. et tout. Mais J'ai- excuse-moi, je t'ai coupé, j'avais envie Non, de non, vas-y. transmettre ce que moi je vois. Mhm. Et ce que je vois, c'est pas ce que quand je vois, mettons, c'est pas ça, tu vois? Ce que je vois Ok. ce que je vois quand je regarde, mettons, des projets avec des peaux foncées, des fois, souvent, la Mhm. majorité du temps, parce qu'on sait qui tourne, c'est Ouais. pas ce que je vois, moi. C'est pas ma sensibilité, c'est pas ce que je vois, moi, avec mes yeux ou avec mon cœur dans la vie. Donc j'avais vraiment Mhm. envie qu'on le voit, en fait, de le transmettre et aussi, d'une certaine façon, de nous réparer parce que je trouve qu'on est tellement mal représentés et pas représentés pour Mhm. notre beauté que j'avais envie qu'on... En plus, bon, c'est sûr que j'ai un parti pris, mais tu sais, en plus, pour moi, les peaux foncées, c'est les plus belles peaux à éclairer. C'est ça. C'est fou comment ça découpe la lumière. Pardon, c'est hallucinant. C'est tellement les plus belles peaux à éclairer. Les peaux Ouais. pâles, ça fait comme un gros réflecteur général. Il faut tout le Ouais. temps mettre des ombres, puis tu découpes et machin, puis c'est pas... Mais yo, excuse-moi. Une peau foncée, Non, non, pardon, bien vas-y. éclairée, On est là pour là. excuse-moi. Il y a rien qui découpe mieux la lumière. C'est tellement sublime. Puis j'étais comme... Et nous, on se prive de ça. Nous, on fait un métier d'image. Et on Mhm. va jamais là-dedans. Sauf quand c'est des réalisateurs ou des DOP afro, évidemment. Puis je suis comme, ben non. Ben, en même temps, évidemment, je suis afro, donc évidemment, j'ai fait ça. Mais j'avais envie, à la télé, aussi à la télé québécoise, de Ouais. regarder, guys. Tu sais, là, les acteurs là, que vous voyez, là, sont pas bien éclairés, là. Bien sûr. Regardez c'est quoi être bien éclairé. Regardez à quel point on est fabulous. Est-ce que tu as envie de manger l'image? Exactement. C'est ça qu'on peut... C'est à ce niveau-là qu'on peut être beau, quoi. Tu sais, c'est comme... À ce niveau-là qu'on est beau, juste quand... Mhm. Fait que, le fait d'avoir été actrice sur les plateaux aussi, ça m'a rendu particulièrement sensible à ça parce que je le sais, là, quand on met quelqu'un dans le même éclairage que ma peau, je le sais que c'est n'importe quoi, puis je regarde le moniteur, mettons, comme actrice, je fais, mais c'est n'importe quoi! C'est n'importe quoi! On fait pas la distinction entre sa joue et son nez, c'est une blague! Mais quel manque Ouais. d'effort! Quel manque d'effort! Bref, mon petit côté militant. Mon petit côté fâché. Non, non, t'as raison. Tu sais, on parlait de représentation. C'était quoi l'accueil du public quand ils ont vu le projet? Parce que je lisais un article avant que tu sautes sur le Zoom qui disait que t'as galéré un peu pour avoir une deuxième saison parce qu'il disait que le public était pas là, parce que c'est différent pour eux, c'est rare de voir une représentation comme ça en fait. C'est Ben, pas tous en les fait, jours qu'on voit. oui, en fait, Vas-y. j'ai zéro galéré pour avoir une saison 2. Ah, ok, d'accord. Vraiment, la saison 1 était pas encore sortie parce que ça a pris comme 6 ou 9 mois avant que la série sorte.
Au Mhm. début, la série était finie, puis ils en ont fait un prime time, donc c'est sorti beaucoup plus tard. Et moi, j'étais déjà en écriture de la saison 2. Donc, avant même que la saison 1 sorte, Mhm. j'avais déjà écrit presque plus que la moitié de la saison 2. Donc, ça, à D'accord. ce niveau-là, encore une fois, j'ai vraiment un diffuseur. Moi, là, franchement, là, je suis en amour avec Sophie Parizeau, Juliane Chouanière, Suzanne Landry. Je suis comme merci, 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 merci. Genre, tu veux genre, franchement, là, wow. Donc, non. Par contre, c'est vrai que si on regarde Mhm. les codes d'écoute étaient décevantes. Par contre, si je peux me permettre, Vas-y, oui, on est là pour ça. comment fonctionnent les codes d'écoute? Au Québec. Au Québec, c'est genre 30 personnes qui ont des petites boîtes enregistreuses qui se font envoyer par la poste. Et là, eux prennent ces petites boîtes-là. J'ai dit 30, mais c'est peut-être 50, je sais pas c'est combien, peut-être 100, là, mettons. Là. Et là, ces petites boîtes-là, mais je pense que c'est vraiment un nombre, tu sais, comme vraiment très surprenant, genre 30. Là. Tu sais, c'est vraiment comme, ah oui, que ça. Bref. Ok, Là, ces petites boîtes enregistreuses-là. Et encore une fois, je veux pas critiquer, je veux pas trop critiquer le système. Là. Je sais, chacun son système. Je bien sûr. pense que se mettre. Bref, je vais arrêter mes phrases ici, mais je veux pas insulter personne. C'est vraiment juste, j'essaie d'exposer quelque chose qui, dans mon contexte, était en ma défaveur. Donc, c'est normal que je le critique un peu. Donc, Mhm. puis même si c'était en ma faveur, je le critiquerais. C'est bon. Mais c'est comme 30 boîtes, et là, c'est branché sur les télés des résidents. Mhm. Et là, ils regardent qu'est-ce qu'eux écoutent, et c'est Mhm. ça, genre, les codes d'écoute. Ah, je vois, ouais, ouais, ouais. Il faut que tu l'écoutes en direct. Tu peux pas comme l'enregistrer. Il faut que tu Bien l'écoutes sûr, en ouais, direct. ouais. Mhm. Sauf que moi, si je fais un projet qui s'adresse aux 14-40 ans, Mhm. c'est sûr qu'ils vont essentiellement l'écouter sur la plateforme et pas nécessairement attendre jeudi 9h pour l'écouter. Tu comprends? Mhm. Mhm. Donc, puis les codes d'écoute sur les plateformes en ligne ne sont pas comptabilisés. D'accord. Et aussi, c'est sûr que si le 3/4 de mon public, c'est pas des personnes blanches, mais Ouais. ça se peut que ton échantillonnage de personnes Mhm. blanches écoute pas nécessairement ça, ou Mhm. Mhm. qu'elles vont l'écouter, mais pas nécessairement en direct plus tard sur la plateforme. Mhm. Et le jeudi soir, elle va peut-être choisir d'écouter son émission qu'elle connaît, puis elle va faire « Ah oui, ça! Ah oui, j'allais l'écouter sur... » Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ouais. je me demande aussi, les 30 personnes qui ont cette boîte-là ou les 50 personnes qui ont cette boîte-là, c'est qui? Exactement. Tu sais, à la grandeur du Québec, sur 8 millions d'habitants, Ouais. qui a reçu ces boîtes-là Quel est ce privilège? des chaînes télé? Qui les a reçues? Moi, je serais curieuse de savoir c'est qui? C'est quoi Ouais. l'échantillonnage? C'est qui Ok. les gens? Parce que moi, je connais personne qui a cette boîte-là. Ok. J'en connais pas. Donc, ça donne une idée. Ça donne une idée. Je connais Bah, beaucoup de gens. du coup, dans ce cas-là, c'était quoi vraiment l'accueil du public d'après toi, du public que tu as reçu sur les réseaux sociaux ou les Ouais, retours que tu avais, c'était fou. quoi? J'ai eu des retours fous, des retours fous. Essentiellement, on dit ça fait tellement du bien de découvrir des acteurs, de pas toujours voir les mêmes personnes. On m'a dit que c'était... Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de chef-d'œuvre, hein, Ah ouais? Ok. ouais, à ce niveau-là. Il y a même des gens très connus dans l'industrie qui sont comme au niveau international, qui sont tombés dans mes DM pour faire Wow, ta série, c'est tout ce qu'on attendait, c'est tout ce qu'on avait besoin, c'est exceptionnel. Mhm. Donc, ça a été vraiment une. Et j'ai aussi reçu que des gens trouvaient que la série était difficile. Il y a des gens qui étaient comme Ah, ça fait tellement du bien d'être représenté. Waouh, waouh, Mhm. waouh. Il y a des gens qui étaient comme Ah, mon Dieu, c'est tellement difficile comme série. Et honnêtement, j'étais un peu surprise parce que je veux dire, j'ai pas mis le 3/4 de dixième de tout ce que j'ai vu dans ma vie. Là. Fait que je suis comme Ah, ouais. Là, je me dis Ah, mais vous êtes bien, hein? Vous êtes Ouais. bien. Dans votre vie. Mais c'est sûr qu'être pauvre, c'est difficile, tu sais. Mhm. Être Mhm. pauvre, c'est exigeant, tu sais. Mhm. Mais je pensais pas que les gens seraient, que certaines personnes seraient aussi sensibles au spectacle, entre guillemets, de la pauvreté, tu sais. J'étais comme, OK, vous savez pas ça à ce niveau-là, genre? À ce point-là, vous avez appris des trucs, tu sais. Puis il y a même des gens qui m'ont dit, hey, moi, je pensais au début que t'exagérais. J'étais comme, oh, Mara, elle exagère, franchement. Ah ouais, à ce Puis j'étais point. comme, ah, ouais, oui, oui, mais puis ça existe pas pour vrai. J'étais comme, ben, oui, absolument. Donc, il y a eu de tout. Puis il y a aussi eu des personnes qui se sont senties peut-être un peu confrontées ou agressées par Ok. mon œuvre. Ben, je pense aussi que, tu sais, comment je peux dire ça? Je suis d'accord
avec, tu sais, mettons, dans les communautés, il y a des gens qui ont adoré, qui ont célébré tout ça, puis il y a des gens qui ont fait, Mhm. ben, on en a marre d'entendre parler de nous, des Noirs qui souffrent, en fait. On en Ou a autre marre des Noirs chose. qui souffrent, on en a marre. Et Ouais, je, je suis je, d'accord. mais je suis complètement d'accord. Je suis Mhm. complètement d'accord. Est-ce que la première série afrocentrique au Québec pouvait être l'histoire d'afro-multimillionnaires qui rêvent de rencontrer l'amour et qui dépensent beaucoup d'argent chez Gucci, entre autres, tu sais, je sais n'importe quoi. Mais non, je pense pas. Tu sais, je pense qu'il fallait malheureusement commencer quelque part. Et Mhm. moi, venant de milieux difficiles, comme artiste, j'avais tout à la fois le désir de prendre une porte d'entrée, comme un cheval de Troie, de prendre une porte d'entrée. Mhm. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi, au début, de stéréotypes blancs. Donc, Mhm. Latina qui fait du ménage, euh, Angry Black Woman, tu sais, comme Mhm. plein de choses. Un Le bad chef de boy, police qui connaît rien à la... exact. Il y Ouais. a aussi le gars de gang de rue qui est un homme noir dark skin, mais finalement, plus la série avance, plus tu te rends compte que c'est une femme trans. Puis, tu sais, comme, et puis, tu sais, comme, je veux dire, comme, tu sais, au début, j'ai fait, OK, je voulais tellement vendre mon projet, tu sais. Puis avec Ouais. le recul, je me dis, j'aurais peut-être pas eu besoin d'aller aussi loin quand j'ai rencontré mon diffuseur, mais je le savais pas, tu sais. Je le savais pas. Fait que je me suis dit, Mhm. ça m'agresse tellement de voir ces clichés-là représentés dans ma culture québécoise, dans mes cultures. Ça me fait Mhm. tellement chier que je vais me l'approprier. Donc, je vais prendre ce qui me fait chier et je vais donner ma version de ça. Parce qu'à chaque fois Mhm. que je voyais des hommes noirs dans les gangs représentés, tu sais, moi, j'ai évolué dans ces milieux-là, c'était jamais les gens que j'ai connus. Tu sais, je veux dire, c'est tout le temps tellement réducteur, Mhm. tellement dangereux et violent comme représentation, qu'il y a une Mhm. part aussi où j'ai voulu me réapproprier certains clichés, puis faire et donner mon regard là-dessus voilà. Donc, il y avait aussi un peu une critique de ça, de faire comme Mhm. Ah, ben, on est encore pauvre et on souffre encore. Puis je suis comme, je suis vraiment d'accord. Je suis tellement d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Je suis Mais d'accord. il faut commencer Mais quelque part. exactement. Et tant qu'à le faire, j'étais là. Et j'ai voulu aussi. J'étais tellement chargée. Mhm. J'étais tellement chargée. J'étais tellement. Honnêtement, ça m'a vraiment fait du bien de faire cette série-là. Là. Ça m'a énormément apaisée. Ouais, vraiment. Puis d'avoir été vu, entendu et reçu aussi. Ouais. Parce qu'à un moment donné, t'es témoin de trucs, puis tu portes ces histoires-là, puis t'as juste envie d'exister, en fait. Puis là, le fait de l'avoir mis en image, Mhm. d'avoir joué avec puis d'avoir créé des équipes mixtes aussi, de différents talents, que ça a été vu, entendu, reçu, on dirait que tout d'un coup, ça m'appartient plus, c'est plus enfoui en moi. Ça m'a Mhm. vraiment fait du bien. Puis j'ai aussi fait exprès d'aller très loin dans les choses que j'ai fait. Tu vas le voir entre la saison. Parce que je me disais, après, avec la saison, je me disais, moi, je sais pas là, si on va me redonner une série un jour. Là. Fait que je vais tout dire, je vais tout mettre. Et je me disais, je vais aller tellement loin, parce que aussi, je suis consciente de ce à quoi je ressemble, tu sais, dans le sens que c'est facile quand on me parle, pour des Mhm. personnes blanches particulièrement, d'oublier que je suis une personne afro. Tu sais, je veux dire, c'est tellement facile. Fait que je me disais, ah, j'ai ma cape d'invisibilité. Ils savent, mais est-ce qu'ils savent vraiment? Fait que là, j'ai ma cape d'invisibilité. Fait que là, je suis comme, OK, fait que je vais aller tellement loin. Tu sais, je pense que c'est pas pour rien que la première personne qui a scénarisé, qui a écrit, réalisé, produit une série afrocentrique de fiction au Québec, elle me ressemble. Tu sais, je pense que tu sais, malheureusement, tu sais, c'est Ouais, c'est pas ça. pour rien. La première peut-être, pas la dernière certainement, tu sais. Fait qu'il y avait un truc aussi, je me disais, je vais tellement aller loin que tous ceux qui vont arriver avec moi ou après moi vont avoir une latitude beaucoup plus grande parce que ce sera jamais aussi intense qu'après le déluge. Bien sûr. Mhm. Non, c'est fort ce que tu es en train de dire parce que ouais, tu aurais tout abordé. Et moi, la série, j'ai trouvé vraiment très réalistique. C'est-à-dire que c'est poignant. Tu vois la sincérité dans le regard des acteurs. Même moi, en tant qu'acteur, je me prends au jeu. Je me dis, oh, mais ils sont vraiment trop beaux. Ouais, ouais, vraiment. Ils sont Parce que exceptionnels. j'ai vu la différence. Je les ai vus en interview, genre relax, cool. Et là, je les vois jouer. Je suis, oh, mais lui, il avait l'air vraiment méchant tout à l'heure. Oui, non, c'est un grand bonheur. Non, non, vraiment. Euh, c'est ça aussi, Oh, ça me touche que tu dises ça. Je suis honorée de la vulnérabilité que ces interprètes-là ont déposée dans mes mains. Et j'avais vraiment un grand désir de leur rendre justice, de prendre soin d'eux,
qui soient en sécurité, qui peuvent aller très, très loin au niveau de leur impudeur et de leur vulnérabilité. Et qu'au sortir de ça, quand ils regardent le résultat, ils se rendent compte à quel point ils sont magnifiques, puissantes, puissants, iconic. Et j'avais un grand désir d'honorer la vulnérabilité qu'ils me donnaient. Puis ça paraît à l'image, dans le sens que j'aurais jamais... Tu sais, tout ça, là, c'est des bonnes idées dans ma tête, là. Tu comprends? Le métier, le 7e art, là, le cinéma ou la télé, ça demande tellement de gens. Ça demande tellement de gens qui s'arriment à ta vision. Ça demande tellement de gens. Tu peux rien faire seul, à moins que tu aies un cellulaire. Tu sais, j'aurais jamais pu faire après Je suis pas un peintre qui achète de la peinture, qui fait sa croûte dans sa cuisine, là, tu sais. Fait que j'avais besoin qu'ils se laissent aller aussi loin, tu sais. Fait que j'ai beaucoup de gratitude. Non, tu l'as magnifiquement bien fait, hein. Honnêtement, c'est vraiment poignant. Tu sais, il y a eu la saison 2. Tout à l'heure, on parlait, tu disais, il y avait peut-être des producteurs étrangers, etc. Est-ce que tu penses un peu importer le projet? Je sais pas, il y a ta Netflix, ta Amazon. Est-ce que tu penses à ces gens-là, tout ça? Mais en fait, Crave, c'est le Netflix canadien. Ok, d'accord. Donc, c'est un compétiteur. Ok. Donc, à moins qu'ils décident de s'allier, techniquement, je suis déjà sur le Netflix canadien. Tu sais, je peux pas... Puis, on essaye de vendre la série à l'international. Mhm. Et pour une raison que, tu sais, je connais pas très bien le marché et tout, mais ça se vend pas. Ok. Elle ne se vend pas. Donc, pour moi, c'est d'un calibre international. Je trouve Ouais. j'adore cette série. Mhm. Je connais pas super bien le marché, apparemment. Ça se vend pas. Donc, j'ai plein d'hypothèses après. Moi, j'aurais une petite réponse. Tu veux une réponse? Non, moi j'ai une réponse en fait. Ah, c'est J'ai une quoi? petite réponse. Vas-y. Moi, je pense que si ça se vend pas, ça dépend, je sais pas, d'où t'as démarché un peu. Mais si on parle des pays comme la France, etc., c'est une série en fait où c'est la première fois où on voit autant de noirs à l'écran et qui ont d'autres rôles que les rôles clichés qu'on leur donne d'habitude. Mhm. Pour faire une petite parallèle avec toi, en ce moment, il y a une série qui est sortie en France depuis le 19 janvier, ça s'appelle Mindset. C'est une série, c'est la première série française où il n'y a que les noirs. T'en as des noirs, ils sont directeurs, il y en a, ils sont PDG, et ça casse les codes. Mhm. Donc du coup, on n'est pas très habitué. Dans ce genre de marché, quand on voit un film comme ça, on sort directement la carte du communautaire. Ah ouais, non, mais c'est trop communautaire. Alors quand tu regardes la télé, généralement, il n'y a que ça. Vous êtes tous là, vous êtes tous blancs. Il est où le communautaire? Tu vois? Exactement, je suis tellement d'accord avec toi. Ben, merci de me partager ta vision parce que c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, merci, surtout que toi aussi, tu es multiculturel, hein. Ouais. Je me suis dit, ben, il y a trop de personnes afro, il y a trop de gays. Tu sais, Maxime Salomon, elle a une blonde, Mhm. puis on s'en fout. Il y a un personnage trans. Et je me suis dit, il y a quand même un discours, une critique de l'État policier. Dans la série, quand tu auras terminé, tu vas t'en rendre compte. Ok. Spoil pas, spoil pas. Non, je vais rien te spoiler, mais t'es comme... Et dans la saison 2, on va encore plus loin là-dedans, dans la mesure où... Ah non, je vais pas te voler de trucs, mais tu sais, la saison 1, les personnages finissent au tapis, la saison 2, ils remontent et ils triomphent, là. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est vraiment un combat, là. Mhm. Donc, Maxime gagne. Tu comprends? Ok. Avec tout ce qu'elle revendique et avec tout ce qu'elle est. Je sais pas à quel point, quand tu regardes la montée de la droite partout dans le monde, c'est quelque chose qui est très accrocheur, tu sais. Mais Oui, j'aurais bien quand sûr. même espéré que quelque part... Mais peut-être le fait qu'il y ait une saison 2 maintenant, peut-être que... Je dis ça, puis des fois, ça prend 5 ans avant que quelque chose se vende, tu sais. Mais j'ai vraiment Mhm. été déçue et triste, je peux le dire. Je suis contente que la série existe, Mhm. mais c'est sûr que mon rêve, c'est de partager une vision, une sensibilité avec des gens, tu sais. Puis moi, je me considère polyculturelle, donc c'est sûr que j'ai un désir aussi que ce que je fais touche le Québec, mais aussi contribue à d'autres personnes, à d'autres nations, tu sais.
Mhm. Mais bon, le contexte socio-économique, politique en ce moment me terrifie, je sais pas. Je pense, à tous les jours, je pense à devenir, mettons, secrétaire dans un cabinet dentaire, là, tu sais. Mais je peux pas arrêter, je suis une artiste à mon corps défendance. Après, on parlait de diffuseur. Ça pourrait être un projet qui pourrait intéresser BET aussi. OK, La, la chaîne, tu sais, la Black Entertainment ouais, Television. absolument. Ouais. Ça, Faut- c'est quelque chose que... Écoute, tu m'enverras Des tu liens. m'enverras des notes. La Et là- personne qui s'occupe de la vente est très ouverte aux propositions. Il faut que je regarde où est rendue sa liste. Donc, oui, absolument. J'adore ça. on en parlera en off. Là, on arrive dans la partie de l'émission où on parle un peu de promo. Donc, on sait qu'il y a la saison 2 qui vient de sortir en ce moment. Qu'est-ce qui Oui! arrive prochainement? C'est quoi next? Le next pour moi, Ouais, pour toi, ouais. ben, en ce moment, j'ai un... Tu sais, je te cacherai pas que je suis... Il faut que je reprenne mon souffle. Ok. Il faut que je reprenne mon souffle. Ces 2 saisons-là, ça a été éprouvant. Euh, à bien des niveaux que je partagerai pas. J'aime bien se retient à chaque fois depuis tout à l'heure. Oh, Faut pas que je dise on ça, s'en faut pas que reparle je dans dise 20 ça. ans. Et j'ai besoin de reprendre mon souffle. Donc, je pense qu'au niveau production, Mhm, je te dis ça aujourd'hui, ça se trouve dans 3 semaines, ça va être autre chose, hein, parce que la vie, tu évolues avec trucs. Moi, en ce moment, je pense que ce que j'aimerais faire en ce moment, c'est long métrage. ok. Donc, je me concentre là-dessus. J'ai d'autres idées de séries, évidemment. Je pense pas que je vais reproduire d'ici les 2 prochaines années. Mhm, J'ai besoin de prendre une pause de ce contexte-là, de cette mentalité-là, puis aussi c'est ça. Mais après ça, étant donné, avec le contenu afrocentrique que je fais, tu vois, comme là, si j'avais pas été productrice après le déluge, les 2 personnages principaux seraient blancs, puis la personne qui aurait signé la scénarisation, j'aurais donné la réalisation à quelqu'un d'autre, puis c'est Julie Lévesque. mhm. J'aurais pris un prête-nom. Mon prête-nom, c'était Julie Lévesque. Je me suis dit, bon, je vais pas signer mon nom. Je vais être une scénariste qui n'existe pas, ça va être Julie Lévesque. Ils vont faire réaliser ça par qui qu'ils veulent. Bye, tu sais. Mais après ça, je trouve que les choses ont énormément évolué depuis quelques temps. Mhm. Donc, j'ai confiance que je vais pouvoir trouver des producteurs avec qui je vais me sentir en confiance, tu sais, de pouvoir avancer. J'ai envie de plus en plus de travailler avec, au niveau de la production aussi, avec des personnes afro, évidemment. Mhm. Puis, c'est ça. Donc, mes next steps, c'est pas mal long métrage. Ok. On te souhaite que du bonheur pour ça. Merci. Ma dernière question pour toi, ça serait, toi, tu es une femme noire qui navigue dans un milieu un peu homogène. Quel conseil tu donnerais à ces autres femmes noires ou à ces gens issus un peu de la diversité qui veulent rentrer dans ce milieu, devenir créateurs, créatrices, qui veulent se Hmm. lancer? Tu leur dirais quoi comme conseil? Hmm. Speak your truth. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux développer ou juste je t'arrête là? Oui, ben, Je sais, il y a ce côté rester authentique, comme toi tu l'as fait, tu t'es ouais, battu pour ton projet, tu t'es battu pour tes il y a quelque personnages. chose de tellement puissant dans le fait d'être vrai. Et je trouve que le fait d'être vrai légitime pas nécessairement le fait d'être cruel, méchant. Méchant, peu importe c'est quoi la méchanceté, mais tu sais, non, mais tu sais, vraiment, là, d'être l'authenticité, ça génère l'ouverture du cœur. Et, je refuse qu'on se laisse ghettoiser. Mhm. Nos histoires sont importantes, sont extraordinaires, ont besoin d'être vues et entendues. Puis, veux pas, tu sais, en toute franchise, là, on va se le dire. Tu sais, si, mettons, ça fait genre 100 ans, 115 ans, 150 ans d'histoire du cinéma puis de la télé, whatever, là, c'est moins que ça, là, mais... Puis c'est toujours le même groupe de personnes, de la même culture, de la même classe sociale qui s'expriment. À un moment donné, là, les histoires sont un petit peu saturées, là, c'est normal. Et là, imagine, là, t'as nous qui arrivons comme un vent de fraîcheur exceptionnel. Je veux dire, on est riche, là. On est riche de ce qu'on est. Et Mm. je pense qu'il est important de... C'est tout à la fois un équilibre entre célébrer ce qu'on est et savoir être stratégique au bon moment. Ok. Donc, il y a des moments où il faut fermer sa gueule.
C'est vrai. C'est dur, mais on se la ferme, on fait et regarde sur le long terme. Moi, le nombre de fois, tu sais, exemple, là, quand j'étais sur un plateau, un moment donné, j'étais sur un plateau méga problématique, justement, avec penant d'estime, et j'ai déliré, quoi. J'ai déliré, et je me disais, je peux pas croire que je suis ici en ce moment, puis que ça se passe, que personne fait rien. Mais 8 ans plus tard, après Déluge existe, puis penant d'estime, c'est la star, quoi. C'est la star, Que ouais. je veux dire? Fait que c'est la patience. Des fois, on est impatient, puis c'est normal, mais c'est la patience. Et puis, je pense aussi qu'il faut trouver des safe spaces pour se nourrir. Et Mhm. moi, je fais souvent des soupers chez moi, entre femmes afro, entre personnes queer. Tu sais, évidemment, je veux dire, je fais aussi des soupers avec des amis en blanc hétérocis. Tu sais, je veux dire, Avec oui, tout le monde. évidemment. Mais je veux dire, je pense que c'est important de se nourrir, de nourrir son âme pour avoir du souffle. Mhm. Avoir du souffle. Et tenter de se... Ah oui, et des fois, je me dis, des fois, c'est des conseils, après ça, je me disais, oh, j'aurais pas dû dire ces conseils-là, mais des fois, je me dis aussi, quand je vois une forme de résistance devant moi, j'essaie toujours de me Mhm. demander, c'est quoi la peur qui s'exprime devant moi en ce moment? De quoi la personne a peur? Pourquoi la personne a peur de disparaître parce que je fais ce projet-là? Pourquoi tu Je disparais vois. parce que ma voix à côté de toi existe? C'est ça, ouais. Qu'est-ce que je t'enlève? Puis des fois, de déterminer la peur, ça peut aider à angler un pitch. Angler, c'est la même histoire, mais la façon Mhm. que tu la présentes, la façon que tu la proposes, Mhm. la façon que tu arrives dans le milieu, euh, c'est d'être conscient que l'autre aussi a peur de nous. Et le fait que l'autre a peur, malheureusement, ça nous enlève, ça nous retire, je trouve, de notre situation d'impuissance. Ouais, je vois. Est-ce que Non. c'est clair ce que je dis? Ah oui, très clair, c'est OK. clair, c'est fort, c'est puissant. OK. Je pense même que c'est un super bon conseil. Mara, c'était un plaisir d'échanger avec toi, d'apprendre beaucoup sur ton parcours. C'est vraiment extraordinaire tout ce que tu fais pour la communauté, donc merci pour ça. Et, Merci. un Merci à honneur toi. d'avoir échangé avec toi. Je te dis merci, on te rappelle. Yes! Merci À pour le bientôt, moment, j'ai Mara. adoré, franchement. Et on se reparle dans 20 ans, ou au Ça moins. marche. On se reparle avant et dans 20 ans. À bientôt, Mara. Ciao, ciao. Bye.